Mon père a trouvé le code de mon coffre-fort. J'ai pris tes 35 000 € d'argent de secours, et j'ai effacé la dette de carte de crédit de ta sœur. Tu dois bien ça à cette famille. Il a eu un sourire en coin. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai dit, si tu le dis. 1 heure plus tard, ma tante est entrée. Elle a demandé, où est l'argent pour mon opération que je t'avais confiée? Le visage de papa est devenu tout blanc. Je me suis penché, j'ai murmuré 3 mots, et je l'ai regardé composer un numéro. 10 minutes plus tard, des phares balayaient la cour avant. Le téléphone, sur ma table de nuit, s'est allumé à 2h47 du matin. Ce n'était ni un appel, ni un SMS. Juste une barre rouge, barrant le haut de l'écran. Alerte de manipulation. Unité 1, saisie de la combinaison. Cycle ouvert. La chambre était plongée dans une obscurité totale. Le seul bruit était le léger bourdonnement de la climatisation centrale, soufflant à travers la grille du couloir. Ma main a trouvé le téléphone, avant même que mes yeux ne soient complètement ouverts. L'application de surveillance mettait déjà à jour le journal des effractions. Quelqu'un avait saisi la combinaison à 6 chiffres de mon coffre-fort de sol. Une unité commerciale de 800 livres, environ 360 kg, boulonnée à la dalle de béton, dans le placard du fond. Le journal indiquait que le code avait été saisi correctement, du premier coup. Aucune tentative échouée. Quiconque avait ouvert ce coffre, en connaissait la combinaison. Le flux de la caméra du couloir s'est chargé en 2 secondes. L'image était granuleuse à cause de l'infrarouge, mais la silhouette était incomparable. Cette légère inclinaison vers l'avant. La lampe de poche tenue bas contre la cuisse, au lieu d'être levée. La veste en jean délavé, qu'il portait à chaque réunion de famille, depuis 15 ans. Mon père, Kenneth Rowe, se tenait dans mon couloir à 2h47 du matin. Il marchait vers le placard du fond, avec un sac de sport noir, suspendu à son épaule gauche. Pendant 11 minutes, le chronomètre du cycle d'ouverture du coffre a tourné, dans le coin de l'écran. Kenneth a sorti l'argent de secours. La totalité des 35 000 €. Il l'a empilé dans le sac de sport, avec la patience d'un homme qui range ses courses. Il a fermé la porte du coffre, et a fait tourner le cadran. Il a redescendu le couloir, s'est arrêté dans la cuisine. Il a bu un verre d'eau de mon placard, a posé le verre dans l'évier, et est sorti par la porte de derrière. Il l'a verrouillé derrière lui, avec le double de la clé que ma mère avait fait faire, il y a 2 ans. J'ai reposé le téléphone face contre table, sur la table de nuit. Pas d'appel à la police, pas de SMS à Kenneth. Le ventilateur de plafond faisait ses lentes rotations dans l'obscurité, pendant que ma respiration restait régulière. Installer et entretenir des coffres-forts commerciaux pour des banques, des bijouteries et des bureaux gouvernementaux, à travers 3 comtés, vous apprend une chose avant tout. Ne jamais réagir, avant que les preuves ne soient complètes. Le journal des effractions était déjà sauvegardé sur un serveur cloud crypté, dont Kenneth ignore totalement l'existence. Les images de la caméra étaient en cours de sauvegarde, sur un 2e disque dur dans mon atelier. Tout ce qu'il a fait a été documenté, à la seconde près. Il pensait cambrioler une boîte en métal. En réalité, il montait mon dossier d'accusation à ma place. Si vous êtes nouveau sur le coin Reddit, bienvenue. Si vous êtes déjà venu, vous savez déjà comment ces histoires se terminent. Mais celle-ci prend une tournure, que même moi je n'avais pas vu venir. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement, et restez avec moi. Pour comprendre pourquoi mon père conduirait jusqu'à chez moi à 2h47 du matin, et viderait mon coffre-fort comme s'il nettoyait un garde-meuble, vous devez comprendre comment la famille Rowe a toujours fonctionné. Il y a 2 types de personnes dans cette famille. Ceux qui construisent des choses, et ceux qui les prennent. J'ai 32 ans. Je travaille dans l'industrie du matériel de sécurité depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé comme apprenti, à percer des trous pour les peines, dans les portes de chambres fortes de banque. Et, aujourd'hui, je suis entièrement propriétaire de ma maison, avec 0 dette. À 22 ans, j'avais ma certification commerciale. À 25 ans, je gérais mes propres contrats d'entretien à travers 3 comtés. J'installais et j'entretenais des systèmes de chambres fortes pour des banques, des bijouteries, des bâtiments municipaux, et 2 coopératives de crédit fédéral. Mes mains connaissent l'intérieur d'une serrure à combinaison Sargent & Greenleaf, de la même manière qu'un chirurgien connaît une cage thoracique. Je peux dire, rien qu'au bruit d'un pen qui s'enclenche,
si un dispositif de reverrouillage est correctement en place. Quand une succursale bancaire m'appelle à minuit, parce que leur serrure temporelle refuse de se désengager. J'y vais en voiture, je répare le problème, et je leur envoie la facture avant même que le soleil ne se lève. Le coffre dans mon placard n'est pas une petite boîte ignifuge grand public, achetée dans une quincaillerie. C'est une unité commerciale certifiée TL30, pesant 800 livres, 360 kg. Elle possède une combinaison à 6 chiffres, un lecteur biométrique de secours, une plaque de blindage derrière le cadran, et un système de surveillance anti-effraction, relié à une application cryptée sur mon téléphone. Je l'ai installé moi-même. Je l'ai ancré à la dalle de béton, avec 4 boulons d'expansion de 3/4 de pouce. Et j'ai câblé le module de surveillance sur un circuit séparé, qui fonctionne sur une batterie de secours, en cas de coupure de courant dans la maison. C'est sans doute excessif pour une résidence privée. Mais je garde 35 000 € d'argent liquide en cas d'urgence à l'intérieur, parce que j'ai grandi en voyant mes parents vivre d'un chèque de paie à l'autre. Et j'ai juré que je ne serais jamais à un mauvais mois près, de devoir mendier. Cet argent représentait 4 ans d'heures supplémentaires, de vacances annulées. Il représentait chaque week-end passé à recoder des serrures commerciales, au lieu de vivre ma vie. Kenneth l'a vidé, en l'espace de 11 minutes. Ma sœur Tammy a 28 ans. Elle a épousé Tran Burch quand elle en avait 23. Tran vend des voitures d'occasion sur un parking près de la route 9, et gagne environ 38 000 € par an. Tammy n'a pas occupé de travail à temps plein, depuis leur mariage. À eux deux, ils cumulent 53 000 € de dettes de carte de crédit, réparties sur 4 cartes. Ils louent un pick-up qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils louent une maison, qui coûte plus cher que ce que leurs revenus nets combinés ne le permettent. Et, à chaque fois que les calculs ne tiennent plus la route, mes parents me passent un coup de fil. Ma mère, de là, est le genre de femme qui croit que la famille, c'est synonyme d'accès illimité. Elle n'a jamais compris pourquoi j'avais acheté un coffre-fort, en premier lieu. « Qu'est-ce que tu nous caches, Griffin ?» a-t-elle demandé, le jour où je l'ai boulonné à la dalle de béton. Je lui ai dit que c'était pour des documents de travail. Elle l'a dit à Kenneth. Kenneth l'a dit à Tammy. À partir de ce jour-là, chaque dîner de famille incluait au moins un commentaire sur Griffin et son petit coffre-fort. Comme si protéger son propre argent était un défaut de caractère. La plus petite des trahisons s'est produite il y a 2 ans. Kenneth m'a appelé un mercredi après-midi. Il a dit qu'il avait besoin de 6 000 € pour payer une facture d'impôt foncier. Que le comté allait saisir la maison. Et qu'il me rembourserait dans 60 jours. J'ai conduit jusqu'à la banque, j'ai retiré l'argent. Je le lui ai remis dans une enveloppe, à la table de sa cuisine. Il l'a compté devant moi, sans même me dire merci. Les 60 jours sont passés. Quand je l'ai mentionné une fois, l'air de rien, lors d'un déjeuner le dimanche, Kenneth a posé sa fourchette et m'a dévisagé. Tu vas vraiment chipoter avec ton propre père, pour quelques milliers d'euros. Les mots sont sortis lentement, mesurés. Comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, qui aurait dû mieux comprendre. De là à secouer la tête. Ta sœur ne demande jamais de reçu, quand elle est de la famille. Tammy, assise de l'autre côté de la table avec son 3e verre de vin, s'est mise à rire. Griffin l'a probablement noté dans un tableur, quelque part. Ils ont tous ri. Chacun d'entre eux. Tammy a ri le plus fort, en se penchant en arrière sur sa chaise, le vin vacillant dans son verre. Kenneth lui a souri. De la manière dont il lui souriait toujours. Avec cette fierté chaleureuse et automatique, qu'il réservait exclusivement à sa fille. Le genre de sourire qu'il n'avait jamais, pas une seule fois en 30 ans, dirigé vers moi. J'ai pris mon assiette, je l'ai portée à l'évier. Je l'ai lavé, je l'ai séché, et j'ai conduit pour rentrer chez moi. Le trajet a duré 22 minutes. Je m'en souviens, parce que j'ai compté chacune d'entre elles. Mes mains étaient sur le volant, mais je ne pensais pas à la route. Je pensais aux 6 000 €. Pas au montant, mais à la rapidité. À la rapidité avec laquelle 6 000 € se sont transformés en un test de caractère, au lieu d'une dette. À la facilité avec laquelle une famille peut réécrire les règles de la décence fondamentale, et appeler cela de l'amour. Les 6 000 € n'ont jamais été mentionnés à nouveau. Ça, c'était la répétition. Les 35 000 €, c'était la grande représentation. 3 jours après l'effraction de 2h47, Kenneth s'est présenté à ma porte, un mardi matin. De là se tenait derrière lui,
son sac à main serré contre sa poitrine. Tammy était assise dans le pick-up, dans mon allée. Le moteur tournait, et elle faisait défiler l'écran de son téléphone. Kenneth a utilisé le double de la clé, pour entrer. La table de la cuisine contenait une tasse de café froid, et un manuel d'entretien, pour un nouveau système de serrure électronique. Kenneth est passé devant la table. Il s'est tenu au centre de mon salon, les mains dans les poches de sa veste, le menton levé. Le sourire en coin sur son visage, était la même expression qu'il arborait, lorsqu'il pensait avoir été plus malin que quelqu'un chez un concessionnaire automobile. Le regard d'un homme, qui croyait que la conversation était déjà terminée. « Il faut qu'on parle du coffre-fort », a-t-il dit. « Qu'est-ce qu'il a ?» Je l'ai ouvert. Il l'a dit comme s'il m'annonçait qu'il avait changé un pneu. J'ai pris les 35 000 euros, la totalité. J'ai effacé la dette de la carte Mastercard de Tammy. Tout le solde. Elle se noyait, Griffin. Les heures de train ont été réduites. Les intérêts les dévoraient tout cru. Tu dois bien ça à cette famille. Après tout ce que nous t'avons donné. J'ai fait ce qui devait être fait. De là s'est avancée, la voix plus douce. Une voix travaillée, la même qu'elle prenait toujours, lorsqu'elle devait déguiser un vol en acte d'amour. Ton père a fait ça pour la famille. Tammy a des enfants auxquels elle doit penser. Toi, tu n'en as pas. Kenneth s'est appuyé contre le comptoir de ma cuisine, et a croisé les bras. Son sourire en coin s'est élargi pour devenir quelque chose de plus dur. Quelque chose qui voulait me faire ressentir l'immense différence, entre sa vie et la mienne. Tu restes assis dans cette maison vide, à compter les serrures des autres pour gagner ta vie. Et tu penses que garder 35 000 euros dans une boîte en métal, te rend important. Ta sœur a un mari. Elle a des enfants. Elle a une vraie vie. Toi, tu as une lampe de poche. Et une boîte à outils. Cet argent restait là, à ne rien faire, tout comme toi. J'ai fait ce qu'un père doit faire. Je l'ai déplacé là où ça compte vraiment. De là à hocher la tête. Elle n'a rien ajouté. Elle n'en avait pas besoin. L'architecture morale était déjà construite. Kenneth était le patriarche responsable. J'étais l'égoïste qui amasse. Tammy était la mère méritante. Et les 35 000 euros étaient un bien commun, que j'avais jalousement gardé pour moi, dans une boîte en métal. À travers la fenêtre, Tammy était toujours dans le pick-up. Toujours sur son téléphone. Elle n'est même pas entrée à l'intérieur. La division du travail était nette. Kenneth prononçait le discours. De là fournissait la couverture morale. Tammy maintenait une distance plausible. Ils avaient déjà fait ça auparavant. J'ai failli le traiter de voleur sur le champ. J'ai failli me lever, et lui parler des images de la caméra, du journal des effractions, de la sauvegarde sur le cloud. Mais le reçu du journal des manipulations, était dans la poche de ma chemise. Et mon pouce, appuyé contre le bord plié du papier thermique. Les chiffres étaient juste là. 2h47 du matin. 11 minutes. Saisie de la combinaison. Tentative unique. Ce reçu n'était pas encore prêt à être joué. Il avait encore du travail à faire avant. Si tu le dis, ai-je répondu. Kenneth a cligné des yeux. De là a penché la tête. Ils attendaient l'explosion. Les larmes, les supplications. Ou l'acceptation reconnaissante d'un fils qui comprend enfin sa place. Je ne leur ai rien donné. Le café avait refroidi, mais je l'ai pris, et je l'ai bu quand même. C'est tout? Kenneth s'est repoussé du comptoir. C'est tout ce que tu as à dire? Tu as dit que tu avais fait ce qu'un père doit faire. Je t'ai entendu. Il m'a dévisagé pendant un long moment. Puis, il a hoché lentement la tête, confirmant sa propre théorie sur le monde. Je t'avais dit qu'il ne se battrait pas pour ça, a-t-il dit à de là. Il ne se bat jamais pour rien. Ils sont partis. Tammy a fait un signe de la main depuis le pick-up, alors qu'il reculait de mon allée. Elle a vraiment fait un signe. Un petit battement de doigts, à travers la vitre du passager. Le même signe qu'elle fait aux voisins, quand elle fait semblant que tout va bien. Je suis resté à la fenêtre d'entrée. J'ai regardé les feux arrière disparaître au bout de la route. La maison était silencieuse. La tasse de café était toujours sur la table. Froide, avec un anneau de résidu marron au fond.
Les mots de Kenneth étaient encore dans la pièce. Ils flottaient dans l'air, comme de la fumée qui n'a pas encore trouvé la bouche d'aération. À ne rien faire, tout comme toi. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine, comme un boulon qu'on aurait vissé dans le mauvais trou. Non pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle me disait très exactement comment il me voyait. Non pas comme son fils, mais comme un coffre-fort, dont il avait enfin trouvé la combinaison. Je suis allé dans mon atelier, je me suis assis à mon établi, et j'ai commencé à rassembler les preuves. Le journal des effractions m'avait donné la chronologie. La caméra du couloir m'avait donné le visuel. Maintenant, j'avais besoin de remonter la piste de l'argent. Le mercredi matin, j'ai conduit jusqu'à la succursale bancaire de Tammy, sur la route 4. La directrice de l'agence, une femme nommée Rhonda, me devait une faveur. 2 ans auparavant, j'avais installé un coffre de dépôt, pour leur système de dépôt de nuit. Je ne lui ai pas demandé d'enfreindre les règles. Je lui ai posé une seule question, très prudente. Je voulais savoir, si un dépôt en espèces d'environ 35 000 € avait été traité sur n'importe quel compte lié au nom Rowe, au cours des 72 dernières heures. Elle a regardé son écran, puis m'a regardé à nouveau. Et son expression m'a dit tout ce que ces mots ne pouvaient pas dire. « Griffin, tu ferais bien de parler à un avocat », a-t-elle déclaré. Je ne suis pas autorisé à en dire plus. L'après-midi même, j'ai engagé un avocat nommé Boyd Clearwater. Boyd a déposé une demande de conservation en urgence auprès du tribunal de comté, le jour même. En citant le journal des effractions et les images de la caméra, comme cause probable. Dès le mercredi soir, la banque avait produit les relevés de transactions de Kenneth, en vertu de l'ordonnance du tribunal. La piste était propre, et très courte. Kenneth avait déposé l'argent liquide, le lundi matin, à 9h04. À 11h30, ce même matin, la totalité des 35 000 € avait été transférée. En guise de paiement, sur la carte Mastercard de Tammy se terminant par 4 471. 3 heures après la validation du transfert, Tammy a publié une photo sur Instagram. Un sac à main de créateur, avec la légende « Fais-toi plaisir ». Elle avait acheté un sac à 900 €, avec l'argent que son père avait volé dans mon coffre, pendant que je dormais. C'est le genre de détail qui transforme le choc en quelque chose de bien plus froid. Mais la piste de l'argent liquide a ouvert une deuxième porte. 6 semaines avant l'effraction, Kenneth avait effectué un autre paiement, d'un montant de 18 400 €. Sur la carte Visa de Tammy, se terminant par 7 823. Ce paiement était apparu un mardi après-midi. La source indiquée était un chèque personnel provenant du compte courant de Kenneth. La question était simple. Où Kenneth avait-il trouvé 18 400 € en espèces? Son chèque de pension est de 2100 € par mois. De là travaille à temps partiel dans un magasin de tissus, pour 14 € de l'heure. Ils n'ont pas 18 400 € qui dorment sur un compte. Mais quelqu'un d'autre, oui. 3 mois avant l'effraction, ma tante Faye Monroe avait remis à Kenneth 22 000 € en espèces. Faye a 62 ans, c'est la sœur aînée de Kenneth. Elle avait besoin d'une prothèse de hanche. L'assurance en couvrait une partie, mais le reste à charge, pour le spécialiste qu'elle voulait, s'élevait à 22 000 € tout rond. Faye avait perdu 11 000 €, dans une escroquerie par virement bancaire, il y a 4 ans. Et depuis, elle refusait de garder de grosses sommes dans une banque. Elle avait demandé à Kenneth de conserver l'argent, jusqu'à la date de l'opération. Elle le lui avait donné dans une enveloppe cartonnée, à la table de sa cuisine. Elle lui avait fait signer un reçu manuscrit. De là l'avait regardé le signer. L'opération était prévue pour le 27 mars. Dans 13 jours. Faye avait besoin de récupérer l'argent, et l'argent avait disparu. Kenneth avait transformé l'opération de la hanche de sa propre sœur, en un paiement de carte de crédit. Pour éponger les dettes de shopping de sa fille. Le calcul était exact. 22 000 € en entrée. 18 400 € en sortie, vers la carte Visa de Tammy. Il manquait 3 600 €. Probablement des courses, de l'essence, et le nouveau jeu de club de golf, que Kenneth s'était acheté en février. J'ai failli dire à Faye de laisser tomber. J'ai failli lui dire de trouver un autre moyen de payer, pour la protéger de la vérité sur son propre frère. Mais ensuite, je me suis souvenu d'une nuit, il y a 18 ans. J'avais 14 ans. J'avais échoué à un contrôle de mathématiques.
Kenneth l'avait découvert pendant le dîner, et m'avait traité de bon à rien, devant toute la table. Il l'avait dit calmement, comme s'il lisait le bulletin météo. Faye était en visite, ce week-end-là. Elle n'a pas discuté avec lui. Elle s'est levée, a pris mon assiette, m'a accompagné jusqu'à sa voiture. Elle m'a conduit dans un dîner sur la route 11. Elle s'est assise en face de moi, dans cette cabine en vinyle, et m'a acheté un cheeseburger. Elle a prononcé une seule phrase, certaines serrures valent la peine d'être crochetées, Griffin. Mais ton père n'en fait pas partie. Elle ne l'a jamais expliqué. Mais cette phrase est la raison pour laquelle, je me suis intéressé aux serrures. Cette phrase est la raison pour laquelle, je suis technicien de coffre-fort. Faye Monroe a construit les fondations de toute ma carrière, avec 14 mots et un cheeseburger. Je n'allais pas laisser Kenneth la voler, et s'en sortir indemne. Le jeudi matin, j'ai appelé Faye. J'ai fait simple. Viens dîner chez moi, demain soir. Quand tu arriveras, demande à papa où est ton enveloppe. Faye est restée silencieuse pendant 3 secondes. Il ne l'a plus, n'est-ce pas? Viens dîner, tante Faye. Elle a appelé son avocate dans l'heure. L'avocate, Luan Merritt, m'a appelé 30 minutes plus tard. Luan avait déjà préparé un modèle de déclaration de vol. Je l'ai mise au courant du journal des effractions, des images de la caméra, des 35 000 euros. Et de ma certitude, que les 22 000 euros avaient disparu. Je lui ai parlé du paiement Visa de 18 400 euros. Les calculs pointaient directement vers les fonds pour l'opération de Faye. Voulez-vous déposer plainte ce soir, ou après le dîner, a demandé Luan. Après. Je veux qu'il le dise à voix haute, dans une pièce où des gens peuvent l'entendre. Je vais demander à l'adjoint Nash de se tenir prêt. Appelez-moi, quand la tante posera la question. 2 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour assembler le dossier de preuves complet. L'impression du journal des effractions, les captures d'écran de la caméra, les relevés de dépôt bancaire, les confirmations de paiement par carte de crédit. Et une lettre falsifiée, qui a transformé une dispute familiale en affaire pénale. J'ai trouvé la lettre le jeudi après-midi. J'ai rendu visite à mes parents, sous prétexte de ramener un plat à gratin. Della était dans le jardin, en train d'étendre le linge. Kenneth était à la quincaillerie. Le classeur dans le bureau du couloir n'était pas verrouillé. Parce que Kenneth n'a jamais rien sécurisé correctement de toute sa vie. Ce qui est ironique, compte tenu de ce qu'il a fait à mon coffre-fort. La lettre se trouvait dans un dossier marqué « Faye ». Entre une vieille police d'assurance et une facture de gaz. Une seule page, tapée sur une imprimante de maison, avec une tache de toner sur la marge gauche. Elle indiquait que Faye Monroe avait volontairement fait don de 22 000 euros à Kenneth Rowe. Sans attente de remboursement. Et ce, à compter de la date du transfert initial de l'argent liquide. En bas de la page, 2 signatures. Faye Monroe, et Della Rowe en tant que témoin. La signature de Faye Monroe était en fait de l'écriture de Kenneth. J'examine des signatures de documents, sur des contrats de location de coffre-fort, toutes les semaines. Une signature naturelle coule sans hésitation. Une signature falsifiée s'arrête sur les pointes. La version de Kenneth du nom de Faye présentait la forte pression descendante de quelqu'un qui dessine une forme qu'il n'a pas assez pratiquée. Le F majuscule penchait trop vers la gauche. Le M de Monroe était anguleux, là où la vraie écriture de Faye fait des courbes. C'était un faux, et plutôt maladroit. La signature de témoin de Della, elle, était authentique. Elle avait regardé Kenneth signer le nom d'une autre femme, sur un document juridique. Elle avait ajouté sa propre signature en dessous. Et elle l'avait classé dans le meuble, comme un simple reçu de supermarché. C'est à ce moment-là, que l'affaire a cessé de concerner de l'argent volé. Elle est devenue quelque chose, qui nécessiterait un avocat de la défense pénale pour ma famille. Si vous êtes toujours avec moi, c'est ici que tout bascule. Si vous regardez le coin Reddit pour la première fois, abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui s'est passé à cette table à manger, est une chose dont mon père ne se remettra jamais. Vendredi soir, dans mon salon. La table était mise pour 6 personnes. Kenneth est arrivé le premier, avec Della. Il a encore utilisé le double de la clé. Il est entré avec la même assurance, qu'il affichait 3 jours plus tôt. La posture d'un homme qui croyait que la conversation était définitivement close. Tammy et Tran sont arrivés 10 minutes plus tard.
Tran m'a serré la main avec la poigne molle d'un homme, qui sait qu'il se tient dans une pièce sur le point de prendre feu. Tammy a évité mon regard. J'ai presque cru mon père, quand il a dit qu'il l'avait fait pour la famille. J'ai failli laisser la chaleur du dîner, les petits pains, et les verres de thé glacé, me faire croire que c'était un vendredi normal. Mais l'horodatage du dépôt bancaire, me brûlait l'esprit. Le 10 mars, à 9h04 du matin. 3 heures avant que Tammy ne publie la photo du sac à main, avec la légende « Fais-toi plaisir ». 35 000 € volés dans mon coffre un samedi soir, déposés le lundi matin, dépensés le lundi après-midi. Ce n'est pas une famille qui en est d'une autre. C'est un braquage, accompagné d'une carte de remerciement. À 19h15, des phares ont balayé la fenêtre d'entrée. La berline grise de Faye s'est garée dans l'allée. Kenneth a levé les yeux de son assiette. « Tu as invité Faye ?» Sa fourchette s'est immobilisée. Elle a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle voulait voir tout le monde. Faye est entrée, portant son beau manteau. Elle m'a serré dans ses bras à la porte. Elle a serré de là dans ses bras. Elle s'est assise à côté de Kenneth, en bout de table. Pendant 15 minutes, elle a parlé de la météo. De la vente de gâteaux de l'église. Du chien du voisin, qui creusait sous sa clôture. Kenneth s'est détendu. Ses épaules sont retombées. Il a pris un deuxième petit pain. De là a resservi du thé à Faye. Pour la première fois depuis des années, l'ambiance ressemblait à un vrai dîner de famille. Puis, Faye a posé sa fourchette. Elle a croisé les mains sur la table. Elle a regardé Kenneth droit dans les yeux. Avec l'expression calme et patiente d'une femme, qui connaît déjà la réponse à la question qu'elle s'apprête à poser. Où est l'argent pour l'opération que je t'avais confiée, Kenneth? L'opération est jeudi prochain. Le cabinet du docteur Callaway a besoin de la compte pour lundi. L'air a quitté la pièce. La main de Della s'est figée sur son verre. Tammy a regardé Tran. Tran a regardé la nappe. Le visage de Kenneth a changé par étapes. D'abord, le sourire s'est maintenu, figé, mécanique. Comme un écran qui n'aurait pas encore reçu la commande de s'actualiser. Ensuite, sa mâchoire s'est crispée. Puis, la couleur a quitté ses joues, comme s'il se vidait lentement de son sang. En commençant par les tempes, pour descendre vers son cou. Comme si l'on regardait du diluant à peinture, dissoudre une couche d'après. Quelle enveloppe, a demandé Kenneth. Sa voix était assurée. Mais sa main droite avait quitté la table pour se poser sur son genou, agrippant le tissu de son pantalon. Faye n'a pas scié. Les 22 000 € que je t'ai donnés, il y a 3 mois. Dans l'enveloppe cartonnée. Tu as signé un reçu, Kenneth. De là t'as regardé le signer. J'en ai besoin. Kenneth a regardé de là. De là a regardé son assiette. Aucun des deux n'a parlé. Le reçu était réel. La signature était réelle. Et l'argent avait disparu. Je me suis penché vers Faye. Les mots sont sortis doucement, à peine plus forts qu'un souffle. Mais à cette table, plus personne ne mâchait, ne respirait, ou ne bougeait. Il a dépensé le tien. Les mains de Faye se sont posées à plat sur la table. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a glissé la main dans la poche de son manteau. Elle a sorti son téléphone, et a composé un numéro qu'elle avait enregistré le matin même. Elle a prononcé 4 mots, c'est ce qu'on pensait. Kenneth fixait Faye, la bouche légèrement entr'ouverte. Faye, écoute-moi. Je peux tout expliquer. L'argent n'a pas disparu. Je l'ai juste déplacé. Je peux le récupérer. Donne-moi 2 semaines. Je te jure que je peux avoir la totalité de la somme, d'ici la fin du mois. Où est-il passé? La voix de Faye ne s'est pas élevée. Où sont passés 22 000 € en liquide, en l'espace de 3 mois? Kenneth a ouvert les mains, paume vers le haut. Le geste d'un homme offrant quelque chose, qu'il ne possède pas. Il y avait des factures. La maison avait besoin de travaux. Tammy a eu une urgence avec les frais de scolarité des enfants. Tout s'est accumulé d'un coup. Mais je peux arranger ça. Les 18 400 € sont allés sur la carte Visa de Tammy, ai-je dit. Il y a 6 semaines, un mardi après-midi. Ton compte courant montre le transfert. Tu n'avais pas 18 400 € sur ce compte, avant que Faye ne te donne l'argent. Et tu ne les avais plus. Une fois le transfert validé.
Les 3600 € restants sont partis dans tes propres dépenses. Les clubs de golf en février, l'essence, les courses. Le calcul est exact. La bouche de Kenneth s'est refermée. Il m'a regardé comme s'il me voyait clairement, pour la première fois. Tu as fouillé dans mes relevés bancaires. Sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai passé en revue les preuves. Tes relevés bancaires en font partie. Je me suis levé de table. J'ai plongé la main dans la poche de ma chemise. J'ai sorti le reçu du journal des effractions. Cette petite bande de papier thermique, que je portais sur moi depuis 6 jours. Je l'ai déplié sur la table, devant Kenneth. Mon coffre a enregistré l'entrée à 2h47 du matin, le 8 mars. Méthode par combinaison. Première tentative, aucune erreur. Cycle d'ouverture de 11 minutes. La caméra de mon couloir t'a enregistré. Tu es entré avec un sac de sport noir. Et tu es ressorti avec 35 000 € d'argent de secours. Le relevé de dépôt bancaire montre ce montant exact, entrant sur ton compte courant le 10 mars à 9h04. Le relevé de paiement par carte de crédit montre que la totalité des 35 000 € a été transférée vers la carte Mastercard de Tammy se terminant par 4471. À 11h30, ce même matin. Je me suis tourné vers Tammy. Elle agrippait le bord de la table à 2 mains. Tu lui as donné le code. Maman t'avait donné la combinaison il y a 2 ans, en cas d'urgence. Tu l'as transmise à papa, 5 jours avant l'effraction. Tu lui as dit combien il y avait à l'intérieur. Tu as dit que l'argent restait là, à ne rien faire. Ce sont les mêmes mots que papa a utilisés. Mardi matin. Mot pour mot. Vous avez répété le scénario ensemble. Je ne savais pas qu'il allait tout prendre, a dit Tammy. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Tu connaissais le montant. Tu connaissais la date. Tu as attendu dans le pick-up, pendant qu'il prononçait son discours. Cela fait de toi une complice de vol. Tran s'est levé de table. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Tu as co-signé un prêt automobile avec Kenneth, en janvier. La demande de prêt indiquait un revenu du ménage de 74 000 €. Ton formulaire W2 indique 38 000 €. Kenneth a déclaré 36 000 € de pension, et de revenus annexes qui n'existent pas. C'est une fraude au prêt. Ton nom est dessus. Tran s'est rassis. Kenneth a frappé du poing sur la table. Les verres ont tremblé. Le bruit a résonné sur les murs. C'est une affaire de famille, Griffin. Tu n'appelles pas des avocats. Tu ne sors pas des relevés bancaires. Tu ne traites pas ton propre père comme un client. Je suis resté debout. Ma voix n'est pas montée. Mais, pour la première fois dans cette histoire, je ne me suis pas retenu. Tu as forcé mon coffre-fort, et tu as volé 35 000 €. C'est un cambriolage. Tu as volé 22 000 € du fonds pour l'opération de ta propre sœur. C'est un vol. Tu as falsifié une lettre de don avec la signature de fait, pour couvrir l'argent manquant. C'est de la contrefaçon. De là a tenu le papier. Pendant que tu signais le nom de fait. Ce qui fait d'elle une complice de contrefaçon. Tammy a fourni la combinaison et le montant. Ce qui fait d'elle une complice du cambriolage. Tran a co-signé une demande de prêt frauduleuse. Ce qui le rend responsable de fraude bancaire. Absolument chaque personne à cette table, à l'exception de Faye et de moi, fait face à une accusation criminelle. Mon avocat a les preuves. L'avocat de Faye a les preuves. La déclaration de vol a été déposée cet après-midi. Il n'y a plus rien à négocier. La respiration de Kenneth a changé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, par saccades courtes et superficielles. Il a regardé autour de la table. Comme un homme cherchant une porte, dans une pièce où tous les murs auraient bougé. Puis, les négociations ont commencé. Je vais vendre le pick-up, a-t-il dit rapidement, en se penchant en avant. Le pick-up vaut au moins 14 000 €. Je le vendrai lundi. Je commencerai à vous rembourser tous les deux, immédiatement. Le pick-up est gagé à cause du prêt co-signé par Tran, ai-je dit. Tu ne peux pas le vendre sans l'accord du prêteur. Et le prêteur est sur le point d'exiger le remboursement intégral du prêt. Kenneth s'est tourné vers Dela. Dis-leur. Dis-leur pour le compte d'épargne. Nous avons de l'argent de côté. Dela n'a pas levé les yeux.
Il y a 1400 € sur le compte joint, Kenneth. C'est tout. Kenneth s'est tourné de nouveau vers moi. Sa voix a baissé encore plus. Conspiratrice. Désespérée. Griffin. Écoute. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais si tu portes plainte contre ton propre père, est-ce que tu te rends compte de ce que ça donne comme image? Tu comprends ce que les voisins vont dire? Ce que l'église va dire? Tu vas détruire toute cette famille, pour de l'argent. C'est toi qui as détruit cette famille, à 2h47 du matin. Moi, je ne fais que montrer les images aux gens. La mâchoire de Kenneth s'est verrouillée. Ses yeux se sont posés sur fait. Et puis, quelque chose a changé dans son expression. Son menton s'est relevé. Sa voix a retrouvé son ancienne autorité. Ce registre paternel, qu'il avait utilisé pendant toute mon enfance, pour mettre fin aux conversations qu'il était en train de perdre. Maman aurait honte de tout ça, a-t-il dit. Sa voix se brisait pour la première fois, mais il cherchait encore à garder le contrôle. Ta grand-mère voudrait que nous nous asseyions, et que nous réglions ça. Elle ne te laisserait jamais faire ça à ton propre frère, fais. Elle ne laisserait jamais son petit-fils déchirer cette famille pour de l'argent. Fais s'élever. Sa chaise a grincé contre le parquet. Elle a baissé les yeux vers Kenneth. Avec une patience vieille de 18 ans, qui arrivait enfin au bout du rouleau. Maman a laissé cet argent avec moi. Kenneth, pas avec toi. Elle m'a fait confiance pour le gérer, parce qu'elle savait très exactement ce que tu en ferais. Tu n'as pas le droit d'utiliser son nom pour couvrir ce que tu as fait. Pas ce soir. Plus jamais. Des phares ont balayé la fenêtre de devant. Une portière de voiture s'est fermée dans l'allée. Puis une autre. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, et je l'ai ouverte. L'adjoint Colton Nash se tenait sur le porche, en uniforme complet. Une main posée sur sa ceinture. Luann Merritt se tenait à côté de lui, tenant un dossier cartonné. Les jambes de Kenneth ont lâché. Pas d'un seul coup. Il s'est rassis sur sa chaise. Mais le mouvement était involontaire, comme si quelqu'un avait coupé les câbles qui le maintenaient debout. Ses mains sont allées vers la surface de la table, paume à plat, doigts écartés. Son menton est tombé sur sa poitrine. Sa respiration est devenue superficielle. De courtes expirations par le nez, qui embuaient la surface de l'assiette devant lui. Son œil gauche a tremblé 3 fois, en succession rapide. Il ressemblait à un homme qui regardait les verrous s'enclencher, sur toutes les portes qu'il avait un jour franchies librement. Le journal indique 2h47 du matin. 11 minutes à l'intérieur. J'installe ces coffres pour des banques, papa. Tu n'as jamais été la serrure la plus difficile que j'ai eu à déchiffrer. Kenneth n'a pas répondu. L'adjoint Nash est entré dans le salon. Luann lui a remis le dossier. L'impression du journal des effractions, les captures d'écran de la caméra, les relevés de dépôt bancaire, les confirmations de paiement par carte de crédit. Et la fausse lettre de don, avec l'écriture de Kenneth, là où la signature de fait aurait dû se trouver. C'était le dernier euro, ai-je dit. Ma voix a porté à travers la table, jusqu'à chaque personne dans la pièce. La dernière faveur. La dernière fois que je réponds à ce téléphone. La dernière fois que l'un d'entre vous entre dans cette maison, avec une clé que je ne lui ai pas donnée. Quoi que vous ayez eu besoin de ma part, cela s'est terminé à 2h47 du matin. Le 8 mars. Il ne reste plus rien dans le coffre pour vous. De là s'est mise à pleurer. Pas bruyamment, ni de façon théâtrale. Mais avec la fuite silencieuse et persistante, de quelqu'un qui comprend que le public a changé, et que la représentation n'a plus d'importance. Tammy a tendu la main vers celle de Tran, à travers la table. Il l'a retirée, sans même la regarder. Kenneth Rowe, a dit l'adjoint Nash, j'ai besoin que vous m'accompagniez. Une déclaration de vol, et une plainte pour falsification ont été déposées cet après-midi. Vous avez le droit de garder le silence. Kenneth a levé les yeux vers moi, une dernière fois. Ses yeux étaient humides. Sa mâchoire travaillait, mâchant des mots qu'il n'arrivait pas à assembler pour former une phrase. Il s'est levé lentement, et a marché vers la porte. Il n'a pas regardé fait. De là l'a suivi jusqu'au porche, en s'agrippant à son bras. Tammy est restée à table. Elle fixait son téléphone, où une notification venait d'apparaître, de la part de sa société de cartes de crédit.
Enquête pour fraude initiée. Source de paiement en cours de vérification. Le paiement de 35 000 € était en train d'être annulé. Le solde était rétabli. Chaque euro que Kenneth avait déplacé était désormais signalé. Tran s'est levé. Il a pris sa veste sur le dossier de sa chaise et a marché vers son pick-up sans dire au revoir. Il est resté assis sur le siège du conducteur pendant 4 minutes, avant de sortir de l'allée. Il n'est pas rentré chez lui. Tammy l'a appelé 6 fois cette nuit-là. Il n'a pas décroché. Faye s'est assise sur la chaise que Kenneth occupait. Elle a regardé l'assiette vide. Le petit pain intact. Le verre d'eau avec ses empreintes digitales encore dessus. Elle a croisé les mains, de la même manière qu'elle les avait croisées, avant de réclamer son enveloppe. « Je vais avoir besoin d'aide pour le coût de l'opération », a-t-elle dit doucement. « J'ai un compte professionnel séparé pour les dépôts de contrat », ai-je répondu. « La compte est couvert. On s'arrangera pour le reste, une fois que le remboursement de l'assurance sera arrivé. » Faye m'a regardé. Elle n'a pas dit merci. Elle a juste hoché la tête une fois. De la même façon qu'elle avait hoché la tête dans le dîner, il y a 18 ans, quand je lui avais dit que je voulais apprendre comment fonctionnaient les serrures. Les retombées sont arrivées par vagues. Et chaque vague a frappé un rivage différent. Les comptes bancaires de Kenneth ont été gelés, le lundi qui a suivi le traitement de la plainte pour vol. Le bureau du procureur a ouvert une enquête préliminaire. Kenneth a dû prendre un avocat commis d'office. Car les 6 200 € qui lui restaient en économie n'étaient pas suffisants pour payer un avocat privé. De là à vider leur compte courant commun le jour même. Elle a transféré les 1 400 € restants sur un compte personnel, et a cessé de répondre aux appels de Kenneth. La société de carte de crédit de Tammy a terminé son examen pour fraude en 9 jours. Le paiement de 35 000 € a été annulé. L'intégralité du solde a été rétablie, avec les intérêts courus. La carte a été définitivement suspendue. Tammy a reçu une lettre de l'émetteur, indiquant que toute demande future serait automatiquement refusée, en attendant la résolution de l'enquête pour fraude. Elle devait à nouveau 53 000 €, plus 2 100 € d'intérêts accumulés, pendant la période d'examen. Les conséquences pour Tran sont arrivées séparément. Exactement comme je l'avais promis à la table du dîner. Le prêteur a exigé le remboursement du prêt automobile co-signé avec Kenneth, la semaine suivante. Une dépanneuse de saisie s'est présentée sur le parking de la concession, un mercredi matin. Pendant que Tran accompagnait un client, pour un essai routier. Son responsable des ventes a vu le remorqueur accrocher l'essieu avant du pick-up, depuis la fenêtre du bureau. Quand Tran est revenu de l'essai, et a trouvé une place de parking vide, là où se trouvait son pick-up. Le responsable l'a pris à part. Il lui a annoncé que la compagnie d'assurance de la concession examinait désormais si la situation financière personnelle de Tran constituait un risque de responsabilité pour l'entreprise. Tran a passé le reste de l'après-midi dans son bureau, à passer des coups de fil. Cela n'a rien résolu. Il n'a rien dit à Tammy au sujet du pick-up, pendant 3 jours. Quand elle l'a découvert, elle lui a hurlé dessus dans leur cuisine. Assez fort pour que le voisin l'entende, à travers le mur mitoyen. Le voisin, qui avait déjà vu la plainte pour vol sur la discussion de groupe familial, a cessé de les saluer tous les deux. Après cela, l'Église a agi de manière discrète, mais décisive. Faye n'a pas eu besoin de faire campagne. Elle a publié une seule capture d'écran, sur le groupe de discussion de la famille élargie. Le rapport de vol déposé, avec le nom de Kenneth Rowe imprimé en haut. Et Faye Monroe, désignée comme plaignante. Aucune légende, aucun commentaire. Dans les 24 heures, le Conseil des diacres de l'Église a envoyé à Kenneth une lettre d'exclusion officielle, par courrier recommandé. 2 voisins qui avaient prêté des outils à Kenneth au fil des ans, se sont présentés chez lui, pour réclamer leurs affaires. L'un d'eux a même apporté une liste d'inventaire manuscrite. Kenneth a tout rendu sur le porche, sans jamais croiser leur regard. L'association de parents d'élèves de Tammy l'a retiré du comité de la collecte de fonds d'automne. Personne n'a appelé pour lui expliquer. Elle s'en est rendue compte, quand le fil de mai a cessé d'inclure son adresse. Elle a envoyé un SMS à la coordinatrice, qui lui a répondu par une seule phrase. « Nous avons estimé que c'était préférable pour l'image de l'école. » Tammy n'a pas répondu. C'est votre dernier appel. Si vous écoutez le coin Reddit et que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Un seul clic.
C'est gratuit. Vous ne manquerez plus jamais une histoire comme celle-ci. 8 jours après la confrontation, Kenneth se tenait dans l'allée de Tammy, à la tombée de la nuit. Il tenait un sac en plastique contenant ses propres vêtements. Della lui avait dit qu'elle avait besoin d'espace. Tran avait dit à Tammy que Kenneth ne pouvait pas rester chez eux. Car la situation du prêt automobile avait mis leur propre crédit en péril. Tammy regardait depuis la fenêtre de l'étage. Elle n'est pas descendue. Elle n'a pas ouvert la porte. Kenneth a ouvert la portière côté conducteur de son pick-up. Celui que le prêteur n'avait pas encore récupéré, et s'est assis sur le siège. Il n'a pas allumé le moteur. Il est resté assis là pendant 40 minutes, les mains sur le volant. Il fixait la porte d'entrée fermée, d'une maison qui n'était pas la sienne. Et il tenait un sac de vêtements, qui était autrefois suspendu dans un placard, où il n'était plus le bienvenu. C'est Faye qui me l'a raconté. Elle l'a appris de Della. Della a appelé Faye, pour lui demander si je pourrais envisager d'abandonner les charges, au cas où Kenneth accepterait un plan de paiement. Faye a dit non. Elle l'a dit une fois, et ne l'a pas répété. L'opération de Faye a eu lieu le 27 mars. Je l'ai conduite au cabinet du spécialiste à 6 heures du matin. Je me suis assis dans la salle d'attente pendant 4 heures. J'ai lu un manuel de chambre forte, pendant que le chirurgien remplaçait sa hanche. L'intervention s'est bien passée. Elle m'a appelé depuis la salle de réveil, cet après-midi-là. La première chose qu'elle a dite a été « La serrure a tenu bon, Griffin ». 2 semaines après le dîner. Tard dans la soirée. L'air de mars passait par la fenêtre entr'ouverte du garage, apportant la première douceur du printemps. L'odeur de la terre dégelée et de l'herbe coupée, venant de quelque part au bout de la rue. La lampe de l'atelier projetait son cercle chaleureux sur l'établi. Là où mes outils étaient disposés, dans le même ordre, depuis le jour où j'ai construit cet espace. Pied à coulisse à cadran sur la gauche. Kit de goupille au centre. Molette de combinaison triée par fabricant sur la droite. Une serrure de chambre forte commerciale, était serrée dans l'étau. Un travail de recodage, pour une bijouterie du comté voisin, qui avait besoin de changer sa combinaison après le renvoi d'un employé. Le travail était précis, mécanique, familier. Tourner le cadran à 2 doigts, jusqu'à ce que la porte s'aligne. Tester la course du peigne contre le cadre. Réinitialiser le ressort du dispositif de reverrouillage, avec le tensiomètre. Jusqu'à ce que la résistance corresponde aux spécifications d'usine. Le genre de travail qui vide l'esprit, et occupe les mains. Le genre de travail qui me rappelle pourquoi j'ai choisi ce métier en premier lieu. Chaque serrure a une logique. Chaque combinaison a une séquence. Et quand le mécanisme est construit correctement, personne n'y entre, s'il n'a rien à y faire. Le téléphone a vibré sur l'établi. Une notification de message vocal. Kenneth Rowe. 47 secondes. L'écran a brillé contre le grain du bois pendant un instant, puis s'est assombri. Le téléphone a fini face contre table, sur l'établi. Dans le placard du fond, le coffre-fort reposait sur sa dalle de béton, de nouveau remplie. Le fonds d'urgence avait été reconstitué, au cours de 3 mois de contrat supplémentaires. La lourde porte a basculé pour s'ouvrir. Le reçu du journal des effractions était scotché à l'intérieur de la porte. Là où je l'avais placé, la nuit suivant la confrontation. L'encre thermique commençait déjà à s'estomper sur les bords. Comme le fait toujours le papier thermique, lorsqu'il est exposé à l'air et au temps. Dans un an, les chiffres seraient devenus des fantômes. Mais le coffre-fort se souviendrait. Les coffres-forts se souviennent toujours. De l'autre côté de la ville, Kenneth était assis dans un studio, que le cousin de Della lui prêtait jusqu'à la date de son procès. Son église l'avait exclu. Ses voisins avaient récupéré leurs outils. Ses comptes bancaires étaient gelés. Sa fille ne répondait pas à ses appels. L'avocat de sa sœur avait intenté une action au civil, pour récupérer la totalité des 22 000 €, plus des dommages et intérêts. Il avait un pick-up qu'il ne pouvait pas conduire légalement, parce que l'assurance avait expiré. Et un téléphone, auquel personne ne répondait quand il sonnait. Le coffre-fort qu'il pensait n'être qu'une simple boîte en métal, lui avait coûté toutes les relations, qu'il avait toujours tenues pour acquises. La lourde porte de mon coffre s'est fermée. La serrure s'est enclenchée avec un seul clic net, qui a résonné dans l'atelier silencieux. Le son d'une chose lourde et précieuse, que l'on scelle exactement, là où elle doit être.
Le message vocal de Kenneth n'a toujours pas été écouté. Il restera ainsi. Certaines serrures valent la peine d'être crochetées. Mon père n'en fait pas partie.